Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce Critical Book et voilà la raison de l'absence du Critical Book hier. Et après ce magnifique opening digne des plus grands one-man show stand-up comédie, donc on est sur Critical Book, émission pilote sur JVTV et donc je vous accueille avec plaisir avec deux invités, donc Frédéric Trunks-Lu, salut. Oui, on peut le dire dans ce sens-là aussi. On peut le dire dans ce sens-là. Ravi d'être là, Mehdi, et ravi de tester cette émission. Voilà. Ouais. Bon, tu vas nous décrire le concept après, mais Tout à je suis fait. Content d'en être. Voilà. Mais quand même, les invités d'abord. Et puis Ken Insomniac Bogard, salut. Ouais, ça va, un peu plus dormi cette nuit, Oui. donc c'est Ah ouais cool, plus ou moins Quoi, frais. 3 heures, c'est ça? Non, la grasse mat 6. Ah, 6. Ouah, t'es bien là. Si je c'est suis bon. frais, 6, T'as non rechargé les batteries pour 2 semaines. Évidemment. Quel homme. 6 heures sans Red Bull, donc vous allez voir, l'homme est là, il est en présence. Donc comme le disait Trunks, une nouvelle émission, un concept, un pilote et je compte sur vous pour que ça puisse aller plus loin. Critical Book, qu'est-ce que c'est ? On va parler sans grosse surprise de jeux vidéo, mais on va parler de jeux vidéo toujours autour d'un bouquin. Et pour cette première émission pilote, ça ne dépaysera pas trop les gens, mais on va essayer de dépasser quand même un classique, un habituel de JVTV. On va parler de jeux de baston, mais pas que, autour du bouquin Evo Moment 37, donc l'Evo Moment 37. Il y en a à qui ça parle tout de suite, vous avez déjà resitué de quoi il est question, d'autres qui sont en train de se dire qu'est-ce que c'est ? Et on va se poser la question aujourd'hui tous les trois, de se demander de manière plus large, est-ce qu'on peut transcrire une expérience de jeu vidéo. Est-ce que c'est possible ? Bon là, évidemment, on a un bouquin, mais vous doutez bien que si Ken est là aujourd'hui, c'est qu'on va aussi parler commentateurs et toutes ces choses-là. Donc, j'ai oublié de vous préciser que l'Evo Moment 37, donc c'est un bouquin de Glenn Craven, c'est auto-édité, donc on en reparlera un petit peu plus tout au long de l'émission. Et petite précision, je vous ferai gagner, on en parlera en différé, quelques exemplaires dédicacés, parce que l'auteur a eu la gentillesse de faire la proposition, donc on verra tout ça en off, on vous transmettra ça sur JVTV, vous en faites pas. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est finalement que l'Evo Moment 37 pour ceux qui ne sauraient pas ? Alors on a pensé à ceux qui ne sauraient pas, et sinon les autres, instant nostalgie, une petite diffusion de l'extrait de ce que c'est que l'Evo Moment 37, petit extrait vidéo de l'Evo Moment 37. Rare footage of Daigo actually angry. Justin's turtle style. Overcome Rao. Now on the verge of putting Daigo down 1-0. Bon, la plupart de ceux qui sont habitués se disent « Ah, c'est génial, on a l'habitude ». Pour les autres, est-ce qu'on peut essayer tiens, Trunks, pour un peu déroger à la règle et pas toujours embêter Ken aux commentaires, déjà de vaguement décrire ce qu'on a pu voir à l'écran pour ceux qui ne connaissent pas. Petit rappel du jeu, petit rappel du système de combat brièvement. C'était Street 3 et c'était donc, on se disait pendant que la vidéo était diffusée avec Ken, c'était déjà il y a 12-13 ans. Quoi, je ne sais plus exactement quel mois c'était, mais au moins 12 ans. C'était le 1er août 2001. Et déjà le coup de vieux que ça fout sur la tête, parce que nous on a l'impression que c'est récent. Tu vois que c'est pas si loin que ça. Et donc c'est ce moment où Daigo est sur le point de mourir et il a quasiment 0 vital, si je dis pas de bêtises. Le personnage de Ken, c'est ça. Il se retrouve au 0 vital. Il fait un full pari sur l'attaque de Justin Wong et donc il contre chaque attaque, chaque animation de l'attaque de ultra de Chun-Li, de Justin Wong, et c'est surhumain ce qu'il fait. Et ce qui est marrant, c'est ce moment-là. Pourquoi ce moment-là change tout ? C'est que ça devient viral. Et viral en 2004, je vous jure que c'est chaud. Être viral en 2004, c'est pas je fais une vidéo YouTube sur comment je mets mon rouge à lèvres. C'est vraiment tendu. C'est quelque chose d'historique. C'est quelque chose dont on parle encore aujourd'hui, 12 ans après. Et c'est quelque chose qui a donné des frissons à énormément de gens et qui ont peut-être donné envie aux gens aussi, peut-être comme Ken d'ailleurs, de se mettre
à fond dans le domaine du jeu de baston. Alors moi j'étais déjà dans le domaine du jeu de baston avant ça. Moi j'ai vécu ça sur le début des internets, on va dire, sur les forums des internets, quand on commençait à suivre Alevo dans les débuts des années 2000, quand on suivait le Tougeki dans les débuts des années 2000. Ce qui est impressionnant dans cet Evo Moment 37, et c'est pour ça que ça s'appelle Moment, c'est le moment. Plus que en fait ce qui s'y passe réellement, qui est en 2004 à 5 ans après la sortie de Surstrike dans les salles d'arcade, quelque chose qui devient généralement assez banal. Enfin, faire le contre de la furie de Chun-Li envoyé comme ça au milieu de l'écran, c'est, on va dire, plutôt banal, mais le moment à laquelle c'est fait, et surtout la volonté, non pas... en fait, le plus impressionnant, c'est la volonté que Daigo a eue de ne pas tout rester au sol et de garder le dernier hit en commençant le saut. Il saute et il met le dernier pari dans les airs. Et ça lui permet de mettre la première gros pied, le premier grosse attaque, qui permet d'augmenter juste assez les dégâts du combo pour pouvoir tuer Savate et Wong. C'était en demi-finale de l'Evo 2004. C'est intéressant ce que tu décris, parce que ça, pour les 3/4 des gens même qui ont vu beaucoup de fois cette vidéo, cette petite subtilité-là, tu vois, moi je l'avais pas. Tu vois, je comprenais pas que c'était encore un niveau de mind game au-dessus, que le mec il avait tout prévu. Mais c'est même pas du mind game. En fait, Daigo il en a parlé comme ça. Il a dit je sais pas, j'ai fait quoi, tu vois. Ça allait de soi. Je sais pas, j'ai fait quoi, c'était comme ça, c'était le moment, c'était comme ça. C'est quand t'es tellement en l'action phase dépasse avec un en jeu. fait même la logique de pensée, quoi. Exactement, c'est ça, c'est instinctif. Mais c'est les mecs qui jouent toute leur vie. C'est un instinct de conservation. Voilà. Non, mais c'est un mécanisme, toi, qu'ils ont en eux. Il l'a déclenché comme ça. C'est de la survie. Alors on est déjà parti, des formations professionnelles obligent déjà dans du très technique. Peut-être rappeler rapidement pour ceux qui ne sauraient pas, désolé, je vais me faire défoncer sur le chat et ailleurs d'insulter ceux qui ont l'habitude des jeux de baston, ce que c'est que le système de pari. Alors j'ai pas pris cet exemple de Street Fighter Surstrike pour rien, c'est que c'est finalement une manipulation très simple, peut-être du coup. Oui, il suffit, si je dis pas de bêtises, je parle sous le contrôle Ken, de Maître Ken, spécialiste jeu de baston, mais c'est normalement tu appuies sur l'avant, sur la touche avant, juste avant que le coup arrive sur toi, et en fait au lieu de juste te défendre, tu le contre entre guillemets et tu récupères l'avantage pour agir derrière. Mais c'est pas au lieu de défendre, c'est au lieu de marcher vers l'avant. Parce que c'est vers avant que tu appuies dans Street Fighter, dans la saga Street Fighter, pour garder un coup, donc pour le parer au sens littéral du terme, il faut reculer. Donc c'est de reculer qui te permet de parer. Dans Street Fighter Surstrike, si tu veux réellement contrer le coup, c'est-à-dire mettre le pari, il faut appuyer sur avant dans une toute petite fenêtre, je crois entre 3 et 5 frames, juste avant que le coup n'arrive. Il faut que ce soit un coup bref, je me rappelle plus. Sec comme ça, sec, juste avant, pas maintenu, sec. Et ensuite, après, tu dois enchaîner de façon rythmique en fonction de la vitesse des coups qui arrivent pour continuer et multiplier comme ça la possibilité de pari. C'est la base du système de Surstrike, c'est extrêmement simple, éprouvé depuis Street Fighter 3, avec le système qui a quand même beaucoup changé, beaucoup évolué, parce que dans Street Fighter 3, c'était un peu plus compliqué de faire les paris. Là, c'est très très simple, c'est vraiment avant, bas, si jamais le coup arrive en low. Voilà. Donc toujours dans l'optique où tu n'as pas la garde quoi qu'il arrive quand tu fais cette manipulation. C'est-à-dire, c'est pas tu l'as fait trop tôt, c'est la garde, c'est pas grave. Non, tu l'as fait trop tôt, si tu appuies sur avant, tu manges le coup. Donc il faut automatiquement... Tu prends un risque, tu prends un gros risque. C'est ça. Enfin, tu prends un risque, oui, sauf si tu as bien anticipé le coup. Et à ce moment-là, c'est l'autre qui prend un risque de venir t'attaquer. C'est ça qui est très intéressant dans Surstrike. Et c'est ça qui est aussi pas très intéressant dans Surstrike, justement. Ouais, parce que certains ont toujours dit, finalement, le mind game, tu mets pari ou tu mets pas pari, le mec a tapé, il n'a pas tapé. Comment tu veux savoir? Tu vois, ça t'oblige forcément tout le temps systématiquement à faire des choix. On a le même constat aujourd'hui avec Street Fighter V, avec l'agacement un peu de se faire des choix sans être tout le temps sûr que quelque ça chose peut, que tu rappelles souvent pour ceux qui suivent un peu le jeu de combat, notamment un compétiteur qui s'appelle Will Tupac, c'est sur une compétition, il te répondait, sa plus grosse hantise c'était de faire des choix. Donc c'est assez amusant comment ça résume tout ça face à notamment Luffy. Alors pour résumer, heureusement Ken a corrigé, donc c'était pas le 1er août 2001 mais 2004, oui, 2004 merci. Oui, 2004. Donc c'était le camp, le qui c'était Justin Wong, donc on a parlé de Daigo depuis un moment. Alors c'est intéressant que vous ayez spontanément choisi
tout de suite de prendre l'angle de celui qui a fait, on va dire, qui a créé la hype, le moment. C'est logique. Hein, je joue un peu, je joue un peu le naïf, mais Justin Je peux Wong, on n'en a m'étendre pas hein, parlé. si tu veux hein, sur Justin Wong et Alors la justement, situation. peut-être quelques mots qui finalement est le grand perdant, et l'auteur me confiait en interview qu'il avait eu beaucoup de mal pour écrire son bouquin parce qu'il ne se sentait pas dans un premier temps d'aller... Il a recueilli les trucs de quasiment tout le monde et il a été voir Justin Wong dans un dernier temps parce qu'il se disait... Ça l'a s'excusait de lui dire Voilà. alors comment tu t'es fait tataner alors perdant, ouais. salut. Donc il y a déjà quelque chose dans le fait de raconter qui est intéressant. Donc Ken, oui, tu voulais nous dire quelques mots sur Justin Franchement, Wong. Justin Wong, lui, il a tellement autant profité que de Daigo de ce moment-là. Lui, bah oui, sur ce moment-là, il a perdu, mais sur ce moment-là, si tu regardes tout le match, il a dominé Daigo de part en part. Mais c'est ça qui est terrible, quoi. C'est-à-dire qu'il a bien joué De en part plus. en part. Il a bien joué, mais il a pris une décision qui était fatale. Il a sous-estimé son adversaire au dernier moment en se disant que s'il faisait la super, Daigo va forcément perdre. Voilà, il allait le gratter. Donc quand on prend une super attaque dans Street Fighter, dans la garde, tu prends quelques petits dégâts, dits dégâts de grattage qui sont infimes, mais cumulés sur les multi-hits de la super de Chun-Li, ça fait quand même des dégâts assez conséquents qui auraient de toute façon tué Daigo. Donc Daigo, s'il prenait la super dans la garde, c'était mort. S'il sautait au moment où il y avait le freeze, la super va tellement vite qu'il n'aurait même pas eu le temps de se lever du sol. Donc il aurait quand même pris au moins le premier hit et il serait mort aussi. Son seul moyen à ce moment-là d'arrêter tout, c'est d'appuyer sur avant. Et à la distance à laquelle il était, il fallait obligatoirement qu'il anticipe pour avoir le premier hit dans la pari. Donc pour Justin Wong... Il a bait la super. Non, il a entre guillemets Anticipé, chaté ouais. et ensuite après, tu vois, anticipé ou chaté et ensuite après, instinctivement, il a enchaîné tout. Et il dira lui-même, bah oui, le premier hit il est passé dans le pari, juste après, désolé, hein. C'est un peu ça. Mais dans cette situation-là, Justin Wong avait 95% de chance de remporter le match en faisant ce choix-là. C'était le bon choix à faire parce que vous avez vu juste avant que ça se passe, Daigo était en train de le presser, il y a Xado, il l'avait mis dans le coin, il aurait mis 2 chops, la barre de vie descendait progressivement et finalement il lui restait plus qu'un tiers de vie. Hein. C'est pour ça que le combo le tue à la fin. Et il sentait que s'il continuait à répliquer son jeu tendu, Daigo il allait faire un dash avant qu'il n'allait pas pouvoir anticiper, Et il le aurait pris remettre le au combo sol. autrement, Voilà, peut-être. exactement. Ouais. Donc Alors, il voulait en terminer le plus vite possible. Il y a des gens qui sont arrivés en cours de route qui redemandent le nom du bouquin. On Oui, peut peut-être le alors montrer. Ivo Moment 37, donc 37, je vais la faire en français parce que sinon on va pas y arriver. Je vais mixer à la Jean-Claude pendant toute l'émission. Je leur donnerai tout au long, hein, vous en faites pas. Alors moi, ma question qui va être un peu fil rouge pour revenir à la question de l'émission qui est est-ce qu'on peut transcrire une expérience de jeu vidéo et pas que de jeu de combat, c'est quel a été votre premier contact avec cet Evo Moment 37 ? Le souvenir le plus ancien que vous avez, vous l'avez vu comment Je crois que est-ce c'est que un vous la- pote qui m'a passé la vidéo. Ouais. Mais c'est-à-dire que voilà, c'était même pas YouTube, c'était même pas les réseaux sociaux, Oui, c'était bien pas sûr. machin, c'était tiens, regarde, il y a un Oui. truc de fou. Vas-y, je vais te la donner la vidéo. Oui. Tu sais, sur une clé USB ou ce genre de choses, et on se passait des choses comme ça. Sous manteau. J'avais dû le voir comme ça, moi. C'est un Ouais. pote qui m'en a parlé. D'accord. Mais il existait des espaces de stockage en 2004, notamment via MSN ou des trucs comme ça, où tu pouvais quand même stocker un peu. Moi, c'est sur le forum Neo Arcadia sur lequel j'étais à l'époque que j'avais eu la vidéo, parce que moi, j'étais beaucoup... j'avais déjà des forums, je créais des forums, etc. Et je parlais beaucoup du jeu de combat. J'essayais déjà de le vulgariser un tout petit peu. Et oui, évidemment, on suivait l'Evo, nous, donc on voulait savoir comment ça se passait. Et c'était plus Street Fighter 2 qui m'intéressait à l'époque, mais oui, sur ce moment-là, auquel personne n'a pu assister en direct à part ceux présents. Hein. Je rappelle, puisque le stream, ça date de... C'est méga récent hein, quand même. Hein. Après, post-2010, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Le stream 2010, ça commence en 2010, je pense. Avant, c'était très, très, très bancal. Donc, c'est pas si vieux que ça. Donc, ouais, on s'est passé des vidéos comme ça. C'était compressé en format zip. Ouais, et on s'est passé sur MSN et ouais, comme tu as dit, c'est viral. Ça s'est propagé de façon virale par les boîtes mail, par les MP Neo Arcadia, par tout ça. Donc et pour compléter ton anecdote, on a failli ne jamais la voir, parce qu'il faut savoir que c'est Cesc Kilian qui a filmé, qui bosse maintenant chez Capcom, Oui. qui a filmé le moment, et même l'orga de l'Evo Moment de l'époque, de l'Evo pardon, tout court, était persuadé qu'il n'y avait plus de batterie, donc il s'est retourné vers lui, il a fait « tu l'as capté ?» Et oui, finalement. Donc voilà, tout ça c'est dans le bouquin, on y reviendra peut-être après. Alors on va passer
alors de là à se dire à la plupart des gens, si on veut troller l'émission, quoi, des livres et du jeu vidéo, qu'est-ce qui peut donner envie à quelqu'un d'écrire un bouquin là-dessus? Donc on va passer à un petit extrait de l'auteur, donc comme je vous avais dit que j'ai interviewé. On s'est dit on va pas tenter le diable avec le 3, avec les gens le staff de JVTV qui dort entre 2 à 3 heures. On va faire un truc enregistré, sous-titré, tout bien, comme ça vous l'avez, il n'y a pas de gag de connexion. Donc on va passer à l'introduction donc de Glenn Cravens qui nous parle, donc l'intro Glenn qui nous parle de pourquoi ce bouquin Evo Moment. Thank you very much. My name is Glenn Cravens, and I am a sports writer. I've been a long-time writer in just sports and competitive gaming. And the concept or the idea behind Evo Moment 37 was in 2013. I was thinking of a project I wanted to take on, and something really, really big. I have been doing various competitive gaming type of projects here and there, and the latest one at that time was doing fighting game stats, because there hadn't been anybody who had taken on the task of examining fighting game statistics. And the reception behind it at that time wasn't well received. So I was thinking, okay, let me think of what else can I do? How can I challenge myself? And I've always wanted to write another book. I've written a book before, or a couple books before, and I really wanted to write about something that really touched competitive gaming in some way. And it was 2013. I was thinking, well, okay, the 10-year anniversary of the Daigo Parry, and I can't believe it's been 10 years, is coming up. So let me see if this is possible. And so I talked to a couple of well-known people in the community and asked them, and I didn't ask them like, oh, do you know about the Daigo Parry? Everybody knows about it, who's been in fighting games. But I asked them, do you know about the 10-year anniversary of a big event coming up? And nobody knew. Well, actually, I shouldn't say nobody knew, but one person figured it out, of like probably several. And that gave me the idea, like, okay, we need to tell the story. Thank you very much. My name is Glenn Cravens. C'est que c'est un peu l'occasion qui fait le larron, parce qu'il y a eu à l'époque les 10 ans qui ont fait que la sortie de son bouquin tombait à pic. Sauf que là, ce qu'on peut retenir de cette interview-là, il y a 2 points. C'est qu'il y a eu c'est parti d'une frustration finalement. Ce qu'il me dit Glenn Cravens, c'est que lui, il bossait plutôt sur les stats au début et c'était pas super bien reçu. Ce qui est quand même assez ironique, parce que je pense que j'ai 2 fans aussi, en plus de la culture japonaise, mais aussi de la culture américaine, qui savent que les statistiques, et surtout dans le sport, c'est une religion aux États-Unis. C'est très intéressant dans les jeux de combat en plus. Voilà. Et ceux qui sont fans de NBA, par exemple, si vous ne comprenez pas ce que veut dire triple-double et compagnie, je vous épargne, Wikipédia est là pour vous, mais voilà, toi-même tu sais, comme qui dirait. Donc une frustration autour des statistiques qui n'a pas abouti. Bon, ça surprenait même Ken finalement que ça n'a pas mais porté. Trop tôt. Trop tôt. Trop tôt. Beaucoup trop tôt. D'accord. Et le deuxième point, finalement, c'est qu'on aborde un truc assez évident, mais c'est qu'on est en train déjà de parler de sport, de jeux de combat, avant même la nomination. On parlait du stream qui, à l'époque, c'était pas encore une réalité, et on parlait pas encore d'e-sport à l'époque, on parlait de compétition de jeux de combat, mais pas encore d'e-sport. Même le jeu de combat, d'une certaine manière, est rentré assez tard, si je dis pas de bêtises, dans la dénomination e-sport à proprement parler. Ken. La notion de quoi, le jeu de combat? D'e-sport pour le jeu de combat. Le paradoxe qui est extraordinaire avec les jeux de combat, c'est que les jeux de combat ont créé en fait la scène e-sportive. Elles l'ont créé avec Street Fighter 2. Elles l'ont créé avec le premier véritable jeu compétitif en opposition. Et elles l'ont créé dans les salles d'arcade. Elles l'ont créé en 1991. Et oui, finalement, de par le fait que la compétition des jeux de combat s'est toujours centralisée depuis des années, parce que c'était quand même un des plus vieux bastions, une des plus vieilles communautés du jeu vidéo, c'est toujours centralisé à la fois autour des associations, autour des salles d'arcade, et concentré sur elles-mêmes, mais très étrangement concentré sur elles-mêmes, mais concentré sur plusieurs jeux de combat. Et on a toujours été en marge de cette notion un peu d'e-sport, qui était principalement centrée sur le jeu PC à la base, et qui est surtout arrivé avec les grandes diffusions des lives de
coup avec StarCraft, surtout à Broad War en Corée et sur PC. Donc oui, après, il a fallu peut-être se raccrocher, même pas. Enfin, aujourd'hui, on voit qu'on essaye de se raccrocher à ça. Finalement, e-sport ou pas e-sport, on parle toujours de compétition autour du jeu vidéo, donc c'est toujours un peu... Monsieur Karaté qui te contredit sur le chat. Il y avait déjà des tournois de scoring sur Donkey, Exactement. ou Oui, tout à Pong. fait. J'avais Mais donné cet exemple-là, c'est j'ai pas pertinent. du tout dit le contraire. Ça n'est absolument pas un tournoi en opposition, en 1 contre 1. Moi, je te parle de ça. C'est Street Fighter 2 qui a apporté ça. Point final. C'était Après, plus oui, élargi pour le jeu de bien combat, entendu, faut mais- dire, contrairement à Donkey Kong. oui, il y a c'était ça. quand Non, mais même la même lutte Donkey de Kong, quelques Pac-Man, mecs, il y avait des contests de jeux vidéo, de scoring, ou des tournois de jeux vidéo, où le but était de scorer. Mais être opposé à un adversaire comme tu l'es sur un jeu d'échecs ou n'importe quoi Ouais. d'autre, ça, eh bien, c'est... Tu vois, il y avait déjà peu de jeux qui le faisaient bien, Hmm. et très peu de jeux qui le faisaient de façon intéressante, de compétitive. Street Fighter 2 a apporté tellement de... C'était tellement trop d'un coup, comme un miracle de la nature, Oui. que oui, ça apportait ça. Mais à la base, Street Fighter 2 n'était pas pensé pour être un jeu qui joue à deux en 1 contre 1. Il faudra attendre 92, on va dire, et l'édition Dash pour avoir un jeu qui soit vraiment plus pensé Décent. pour ça. Ouais. Voilà. Et le deuxième truc, alors t'anticipes un petit peu, qui est intéressant, c'est que finalement, ce que nous dit l'auteur, c'est que la vidéo, elle a une portée symbolique. C'est-à-dire, c'est pas Trunks t'incitait vraiment là-dessus. Bon, il y a l'effet waouh du truc. Il y a la lutte entre ces deux personnes qu'on a nommées. Bon, on y reviendra un petit peu plus tard. Mais qu'est-ce qui fait, d'après vous, que ce soit pour ceux qui le connaissent ou ceux qui ne sont pas fans ou connaisseurs de jeux de baston, que c'est si facile à comprendre cet Evo Moment 37, même si C'est le public, c'est la foule qui se lève, qui Ouais. hurle, c'est ce moment-là. Et si tu regardes bien, tu vois même. Je pense qu'il y a aussi le côté Justin Wong. Si on regarde bien la vidéo, on voit je crois qu'il secoue sa manette. Je crois qu'il secoue son stick pour essayer de déconcentrer Daigo en fait. Je crois qu'il s'agite et qu'il sent qu'il va perdre. Et il y a le concept aussi très simple de barre de vie. Enfin, voilà, les gens comprennent. Les jeux de baston, ce qui est vraiment Sont cool simples, hein, dans à l'e-sport. comprendre, Dans à voir l'e-sport, visuellement. tu regardes un MOBA, tu comprends rien. Quoi. Ouais. Là, tu comprends, il y en a un, ils se battent, ils se tapent dessus, il y en a un qui va bientôt mourir et il a fait, par miracle, il gagne. Donc, et la foule s'enflamme. C'est-à-dire que sans rien connaître à Street Fighter, plein de gens qui ont vu cette vidéo ont quand même senti la puissance du truc. C'est la grande force du jeu de combat et je rejoins Ken. Enfin, je sais pas si c'est le fond de ce que tu voulais dire aussi, mais le jeu de combat avait des années d'avance sur tout ça, et aujourd'hui je trouve qu'il n'en récolte pas du tout assez les fruits. Oui. En fait, il y a beaucoup d'autres jeux. c'est Voilà. intéressant comme paradoxe. Enfin, je veux pas, j'adore jouer à Hearthstone, etc. Mais quand on dit voilà, ça doit faire mal à des mecs qu'on se tuait toute leur life sur Street et tout pour arriver à rien, et qui ont lâché tout ça aujourd'hui, de voir des mecs qui alignent des cartes, et même si ces gars-là peuvent aussi être des génies, Oui. parce que ça Ça n'a, mais enlève voilà, rien, oui. les voir prendre des gros chèques. Ouais, Voilà. le côté un peu ingrat ou que la répartition soit pas égale, alors que ironiquement, même avec un Evo Moment 37, on a tout. Tu étais en train de dire simplement t'analyses le truc, il y a la réaction de la foule, on a un côté chaud. Bon, évidemment, c'est amplifié par le truc à l'américaine. Je parle pas de la réaction de la foule, puisque quelle que soit la part du globe dans laquelle il y a un truc génial qui se passe, les foules réagissent à peu près pareil. Mais c'est voilà ce petit surtitrage. Il fallait être là, ce qu'on a diffusé au début. En intro, on a The Beast is Unleashed, donc on a la bête est lâchée. Et finalement, alors moi, ce que je voulais rajouter, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, c'est qu'on a aussi un peu presque une mythologie qui se crée. C'est-à-dire là, je parlais de Justin Wong et de Daigo. On a un Américain, on a un Japonais, Ouais. on a un Ouais. versus Bien sûr. chacun sa nation. On a deux personnages qui quand même sont entre guillemets assez différents dans la façon dont les gens le reçoivent. On a Daigo, le génie, le type touché par la grâce qui depuis tout gosse se fait ramener, c'est les anecdotes, par les senpai, les darons qui leur accompagnaient en vélo chez lui après qu'il ne pouvait plus rentrer par ses propres moyens. Et puis on a Justin Wong, le petit gars du Romal qui cravache dans son côté et qui d'ailleurs a un style de jeu hyper ingrat entre guillemets. C'est le génie contre le travailleur. C'est le génie contre le travailleur. Il y a un peu de ça, je vais pas faire de la... C'est je vais pas tellement faire de la manga, ça. métaphore. Mais C'est tellement manga. tu cette histoire. anticipes un peu, mais Ouais. ouais, on est pas loin de l'idée. Donc, Après, il y a un génie travailleur. Enfin, il y a le génie, ça se travaille aussi. Oui, voilà. croyez-moi. Mais oui, oui, il y a, c'est un peu ça.
Et c'est ce qui, est-ce que vous pensez pas justement ça a pas mal aidé en plus à rajouter et à porter ce moment, on pourrait presque dire légendaire quoi, de l'Evo moment et qui fait que c'est aussi. Évidemment, complètement, bien sûr, il y a ça qui se dessine. Et si on a vécu ça en direct de l'intérieur, faut savoir que ce genre de rivalité existe depuis très longtemps. Mais rien que là, c'est la rivalité entre le Japon et les États-Unis qui est scindée. Déjà, rien qu'aux États-Unis, les rivalités entre la côte Est et la côte Ouest étaient C'est déjà infinies. violent, oui. Exactement, c'était déjà très violent. En 1999, Daigo était déjà venu pour les championnats du monde de Street Fighter Alpha 3, affronter Alex Vallée à l'époque. Là aussi, il y avait eu des vidéos, des Il reportages. était déjà là, Mais Alex mec, Vallée. t'imagines même Il pas. était déjà été là, c'est ça. C'est un compétiteur Le mec, il fait américain. encore les tournois en 2017. C'est infini, c'est Wow, infini. mon Dieu, respect. C'est absolument infini. Et ouais, mais quand tu regardes en tant qu'athlète de jeux vidéo, enfin la carrière de ces deux joueurs-là, elle est vraiment, vraiment, vraiment gigantesque. Enfin, et très, très longue finalement dans le temps. Elle perdure. Ça fait partie peut-être des premiers véritables athlètes extrêmement connus et populaires. Et après, est-ce qu'ils en ont vraiment retiré le fruit total? Probablement, hein, puisqu'on retrouve ces deux joueurs comme étant les rares exemples aujourd'hui de joueurs réellement professionnels du jeu de combat. Et croyez-moi, les exemples, ils sont rares. Hein. Oui. Et c'est aussi une question d'image, s'ils le sont, même s'ils continuent tous les deux de faire de très très bons résultats, témoignant tout de même du génie de chacun. C'est sûr. Alors, on a déjà deux éléments de réponse finalement à la question de cette émission. Est-ce qu'on peut transcrire une expérience de jeu? Donc, on a finalement un événement qui rajoute de la hype à une situation. On a aussi finalement ce que disait très simplement Trunks, c'est le fait d'un jeu qui est bien designé. Là, en l'occurrence, un jeu d'arcade, ça aide encore plus parce que qu'est-ce qu'on a? On a une barre de vie, on voit qu'elle descend, on se dit, tiens, logiquement, l'autre s'agite, donc c'est peut-être qu'il va perdre, tout bêtement. Et puis finalement, on arrive à cette réalité, ce moment qui serait là, et on se demande, est-ce que, pour commenter, pour décrire tout ça, alors il y a une autre anecdote qui concerne encore une fois Ken, c'est que tu avais réalisé, je crois, il y a 2 ans, une émission où il y avait eu un revival. Donc on était revenu sur l'Evo Moment 37 et où les Américains avaient invité Daigo à un tournoi auquel à la fin il affrontait Justin Wong. Alors ça c'est assez intéressant, c'est qu'il y a ce fantasme de recréer le moment que d'ailleurs Daigo a recréé dans cette vidéo à l'identique. C'est ça. Et on peut presque se dire, pour terminer cette première réflexion, c'est est-ce que finalement l'Evo Moment, il a pas changé, ça fait super Matrix ce que je vais dire, mais est-ce qu'il n'a pas changé le réel en fait? C'est-à-dire que l'Evo Moment, il existait, l'Evo Moment 37, il existait, tout le monde pouvait le faire ce pari. Mais avant que Daigo ne le fasse, personne ne s'était dit c'est du domaine du réalisable. Bah oui, est-ce que du domaine du possible, tu veux dire? Merci. Voilà. Voilà, changer le réel. Bah oui, il a changé le réel. Non, je parle à un monsieur qui cite du Leibniz pendant les intros de si tu commences à me titiller sur le possible et le réel, et Bergson, on va pas... Sur une autre émission. On va bien s'entendre. C'est à vous de jouer. Relancez le pilote pour qu'on parle du réel et du temps. C'était le bac philo aujourd'hui. C'est vrai? Non, mais c'était ce sujet-là? Non. Mais il y avait le bac philo, donc on peut, sur le chat, si vous voulez élaborer, allez-y. Toi aussi révise avec JVTV le bac philo. On fait une émission de bac philo avec mais moi, il n'y a aucun problème. Quand un vous voulez, crossover avec France Culture, il n'y a aucun souci. Mehdi, il est chaud, franchement. Ah non, mais c'est un appel. J'appelle les nouveaux chemins de la connaissance et Adèle Van Rett. Venez avec Ken Bogart, on débattra du possible. Bref, pour revenir à cette émission, Ken, du coup, est-ce que tu peux juste resituer très rapidement comment c'est devenu du domaine la vérité, c'est que donc le fait que cet événement soit possible, réalisable, il était vrai, puisque c'est quelque chose qui avait déjà été réalisé auparavant. Mais le fait est que cette même action se réalise à un moment précis, faisant prendre conscience à tout le monde, n'importe qui, au peuple, que ceci est vraiment réel.
il est devenu alors possible partout et a créé du coup le fantasme de reproduire du coup le moment. Avant, ce fantasme-là, il n'existe pas. Et avant, dans l'inconscient, enfin dans la tête des gens, des gens de n'importe qui, la personne lambda, ça n'existait probablement pas. Et probablement tu t'en foutais. Et même de la notion même de pouvoir créer ce genre de moment dans les jeux de combat, t'en avais absolument rien à faire. Et le fait de montrer ça au monde et que ce soit autant à la fois communiqué et à la fois vu, a créé quelque chose. Il y a Et a quelque créé Ça me fait réaliser un truc triste en fait, c'est que des moments comme ça, on n'en vivra plus. Parce qu'aujourd'hui, Hashtag vieux con. parce qu'aujourd'hui, non, mais parce qu'aujourd'hui avec les streams, avec le partage instantané, avec c'est devenu quand tu découvres un truc dans un jeu et que tu le fais vivre, enfin Ouais. les tutos, etc. Et toutes ces choses-là, c'est instantané et ça devient banal. Tu vois, là, il y avait ce côté-là justement. Après, C'était un moment précis, c'était pas, rare, c'était ah, dur je- de le partager. T'avais l'impression de découvrir un truc presque secret quand tu t'échangeais ces vidéos qui étaient rares. Alors, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est vrai. le média, il est tellement partout, on est tellement abreuvé de tout ça, des highlights, des best-of, des best Là-dessus, moves. oui, que ça bien change sûr. la Mais perception. je veux dire, mais ça- je suis pas d'accord avec toi là-dessus. il y a pas du toujours tout. des moments, Pourquoi des états de grâce, que ce soit dans le jeu vidéo ou dans des sports ou dans En la fait, vie, c'est comme de si tous tu les me jours, dis quoi. le football, il est diffusé à la télé depuis les Oui. années 60 et personne serait Eh ben- descendu dans la rue quand t'as gagné la Et Coupe du ben Monde peut-être 98. peut-être quoi. que c'est moins fou, Ça tu veut vois. rien C'est dire. la Les créa- joueurs oui. de la NBA d'aujourd'hui me font moins rêver que ceux de la Dream Team. Alors Mais peut-être c'est parce que je suis devenu un vieux con, Bah, voilà. mais c'est peut-être aussi Point final. parce que C'est les tout. médias ont changé. Mais Merci, au revoir. la jeune Non. génération Mais non. rêve. Michael Ils ont Jordan, la foi, ils ont bordel. l'esprit La Dream Team l'esprit 92, shonen. on est d'accord. Et Michael Jordan. Tu Et vois, alors il y a des et époques sacrées. aujourd'hui, t'as des mecs comme Usain Bolt. Et Usain Bolt, quoi, il te fait pas. Non, il me fait pas rêver, je préfère Carl Lewis. T'es vraiment Je un crois qu'on s'égare. Non, c'est pas le sujet. Donc, alors là, on va arriver sur une deuxième, toujours sur le. Parce que Trunks, il a raison, me dit de le rappeler pour ceux qui nous prendraient en route, toujours autour du livre Et vos moments 37 de Glenn Cravens. On a la question qui m'a titillé de se dire les pros et les profanes. Vous vous rendrez compte, hein, c'est jeux de mots et roucasserie à tous les niveaux. Comment est-ce qu'on peut trouver un juste milieu entre, on va dire, ceux qui sont habitués aux jeux de baston, qui sont vraiment des techos, et ceux qui vont venir, ils vont juste se dire je veux voir un jeu de combat. Trunks, par exemple, tu veux décrire un moment de jeu, je te parle jeu de baston ou autre, hein, tu t'y prends comment? Je compte sur ton passif journalistique Décrire un jeu de appliqué baston aussi. Un moment de jeu, une expérience de jeu, tu fais comment? Est-ce que Un sur quoi tu moment de insistes? jeu. Ouais, un moment de jeu qui Tu te t'a souviens que marqué. t'as été rédacteur quand même. Non, mais pour ça qu'est-ce que que tu veux je dire? Un disais que- système de jeu? Tu as Non, dû mais- décrire tu as dû retranscrire ce que tu ressentais dans Attention, un jeu vidéo. Pouillot Je te ne regarde. ressentais rien. J'étais chez Gamecube, on ne ressent rien chez Gamecube. On ne ressent rien. On décrit des faits. Ah oui, d'accord. On ne ressent rien, mec. Mais Qu'est-ce que tu crois? ressens quand tu dépenses ton argent dans Clash Royale? Beaucoup, Exprime-nous ton beaucoup de moment de jeu. plaisir. Non, mais qu'est-ce que tu veux dire? Décrire T'as un moment système qui te- de jeu qui ou te décrire un touche, moment? Non, t'as un décrire moment qui te touche, une expérience de jeu ou un truc que tu te dis waouh, manette en main. Comment tu vas le transmettre à un pote, quoi? Qu'il soit avec toi en train de jouer ou par téléphone, par texto, par Snapchat. Bah alors justement, c'est très délicat parce que moi, je l'ai toujours fait du coup à l'écrit parce que c'était mon métier pendant 15 ans quasiment. Oui, mais il y a bien C'était- eu des moments. Donc c'était hors vraiment à taf, l'écrit et en fait non, justement moi j'en parle très peu. Ah. J'en parle assez peu parce que justement j'avais tellement l'impression de faire du travail en plus. Non mais c'est le mauvais exemple. Oui, je suis peut-être le mauvais exemple, mais moi du coup j'ai toujours fait à l'écrit, voilà. Toujours à l'écrit, c'était dans des tests et j'essayais de. Nous on avait tous un système quand tu es journaliste pour ça où tu mets des bonnes notes, tu décris ça longuement. Donc finalement quand mes potes venaient me dire pourquoi ce jeu il est bien, est-ce qu'il faut que je joue machin, ça me saoulait presque. Tu vois, c'était vas-y je te dis qu'il est bien, c'est bon, vas-y fais-le, tu verras, c'est bien. Tu peux pas Mais justement aussi, j'aime pas l'idée de survendre. spoiler, de survendre, Ah. Ok. voilà. Moi, je pense que le plaisir de la découverte du jeu vidéo, il est très personnel, il doit être vécu. Moi, je suis pas trop dans cet échange-là en fait. Les jeux vidéo, ça se joue quoi, vraiment. Ouais. Alors bien sûr, il y a le côté, on va dire pourquoi dans ce cas tu travailles sur un site de jeux vidéo et tout. Il y a le côté quand même guide d'achat. On sait quand même reconnaître les boosts des bons jeux, mais les très 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 bons jeux, moi j'ai pas envie d'en parler 50 ans. En tout cas à mes Ah oui. proches, Et après, je leur dis joue-le. Au-delà Prends-le, du fait que fais-moi confiance, joue-le. au-delà du fait que t'as pas envie de faire des heures sup pour plaisanter un peu comme toi. Non mais il y a un peu de c'est ça vraiment aussi. qu'il y a un peu de ça il y a un aussi. côté presque sacré quoi pour toi, t'entendre parler. Une expérience Ah oui, de jeu, ça se transmet pas. complètement. Non mais Ou oui, très le difficilement. jeu vidéo c'est. Tu sais même pas, j'ai Uncharted 4 là, donc je suis gros fan Ça d'Uncharted doit être 4. de la Je lui ai découverte. demandé alors Uncharted 4 c'est comment, tu as beaucoup joué?
Rien à faire. C'est cool, je vais pas beaucoup Ça, c'est jouer. un cas très concret. Tu vois, Ok. j'adore Jean même Moulin The- du jeu vidéo, quoi, rien, on en rien, parle. Même rien. The- Il m'a sous la rien donné torture. envie d'acheter le jeu, rien que dalle. Je fais, ouais, non, mais c'est cool, vas-y. Non, mais fais-le. c'est ouais, non, mais Rien, c'est vrai que il c'est est ça. vraiment comme ça. C'est hein. vrai que c'est ça parce que je pense que de toute façon tu vas pas convaincre les gens quoi. Enfin tu vois Ken c'est pas son type de jeu, Uncharted typiquement etc. Je vais pas Et essayer à de côté sur un de- machin. À côté Je veux de dire- ça, il va me sortir son headset. Elle fait, t'as vu ma nouvelle carte Ah, à par, Clash contre, par- Royale par contre, sur le matos c'est très Alors. différent parce que non mais sur les jeux ouais c'est une expérience trop personnelle. pour 1300 moi. € ma barre de Et c'est un je autre considère pas forcément non plus que parce que ça m'a plu, je dois absolument essayer de convaincre tout le Non, monde bien sûr, mais d'acheter d'en le même jeu. transmettre quelque chose. En tout cas, pour toi, il y a une pudeur, on va dire, à transmettre quelque chose, une expérience. Complètement. Alors, bon, comme tu n'as pas été un bon client, je vais te punir en diffusant un autre extrait vidéo de Glenn Cravens qui, lui, a eu quand même un petit peu plus de pistes sur comment décrire une expérience de jeu. Like in baseball, you hit the ball. That's easy to describe. But a fighting game is very tough because you have to know, is it short, forward, or roundhouse? Is it jab strong, fierce? Where did it hit? Hadoukens, and you got to make sure that it's simple enough that people can understand where you're going with it, but not it has to reach a medium to where the people who are already in the game don't feel like they're being I would say nerfed or how do you call it kind of dumbed down to the extreme to appease the people who are barely in the fighting game. So there has to be that medium somewhere, and that was the toughest task for me. It was describing the scenes, the actual play-by-play of what happened in each game. Alors là, on a pu voir avec Glenn Cravens que c'était plutôt une question technique. Donc on revient plutôt du côté de Ken avec comment est-ce qu'on arrive à trouver ce juste milieu. Déjà, qu'est-ce que tu en penses grosso modo de ce que tu as dit? Est-ce que tu es plus ou moins d'accord avec sa philosophie? Pas trop? Est-ce que tu penses que c'est le fait que lui a dû écrire un bouquin alors que toi tu es plutôt à l'oral? Je pense qu'il y a une grosse différence entre retranscrire sur papier et retranscrire à la voix, parce que même si la ponctuation, je peux jouer beaucoup sur la retranscription, c'est quand je parle de quelque chose qui m'intéresse, je le fais toujours plus ou moins avec passion, et c'est vrai que ça se voit, et c'est quelque chose qui communique très très rapidement, comme le rire, comme la tristesse, comme tu vois, et c'est plus facile, on va dire, c'est beaucoup plus facile pour moi de retranscrire l'action au moment où elle se passe. Pour toi, parce que tu es un... Alors, je vais éloge de Ken, mais tu es un génie dans ton genre, enfin dans ton domaine. Tu es un vrai génie. Ken, c'est le commentateur du jeu de baston en France. Il y en a eu quelques-uns avant lui, mais c'est lui qui a fait grandir ça. Donc voilà, Ken, je vais te faire un bisou après. Et tu es un génie, Ken. Tu es le Daigo. Tu es le génie Daigo du jeu de combat. Et je comprends un peu mieux ta question après que tu aies montré ça. Effectivement, je trouve... Enfin voilà, il y a aussi des jeux qui peuvent mieux se décrire avec un certain média. Et une vidéo de Ken Bogard sur un combat comme ça vaudra tous les écrits du monde, à mon avis, pour le jeu de baston, pour son côté hyper spectaculaire, etc. Après, il y a d'autres jeux que tu peux beaucoup mieux décrire à l'écrit. Mais voilà, pour le jeu de baston, c'est tout à fait approprié. Et du coup, je suis encore plus curieux de lire ce bouquin que moi, je n'ai pas encore lu, parce que je me demande bien comment lui s'y est pris. Bah moi, j'ai regardé un peu, et oui, je suis quand même assez admiratif, et c'est beaucoup appuyé en fait sur le background. Et en fait, ce qui est super intéressant justement avec ça et ce livre, c'est qu'il va pouvoir aller puiser à l'intérieur à la fois de son savoir, des connaissances, et étoffer le moment d'autres choses. Il va pas être dans le descriptif pur et dans l'instant pur du truc. Voilà, c'est aussi tout l'intérêt, la différence des médias. Ah, pour complètement t'emboîter le pas, il y a un exemple tout bête, c'est le choix d'onomatopée qu'a fait Glenn Cravens pour transcrire le bruit du pari. Alors il a choisi en fait l'onomatopée tap.
Donc tap en anglais c'est to tap, donc ça peut être plein de choses, ça peut être un input, donc rentrer une action de jeu. Et je lui disais même moi qu'en tant que Français, c'était intéressant parce que ça marchait dans la sonorité française, Ouais. ça peut rappeler le mot taper. Donc il y avait, mais après c'est un truc qu'il a bossé où il s'est dit tiens, est-ce que ça va sonner ou pas? Donc forcément ça s'arrachait les cheveux. C'est marrant, c'est un truc tout con, mais tu vois, lui s'est pris la tête là-dessus. Oui. Et quand tu Voilà. lis, tu penses pas forcément. Enfin, Voilà, ouais. alors la réalité c'est que c'est une temporalité autre. Ken il l'a pas cette temporalité là, il est là, il doit commenter, il C'est- va pas c'est faire bla. un blanc. Comment tu fais? C'est bla. C'est ça. C'est bra ou foula, ça dépend. Donc il n'y a pas le choix, c'est-à-dire il y a ce moment de l'immédiateté là où un bouquin on peut poser, se dire, prendre une nuit et se dire tiens qu'est-ce que je vais prendre comme onomatopée. Et il décrivait aussi, il faisait un parallèle avec StarCraft où il expliquait que autant pour Street Fighter il arrivait à trouver, pas seulement par rapport à son expérience de jeu, mais il disait que c'était un jeu qui finalement on avait une blinde d'infos et de trucs à maîtriser au départ, mais une fois que c'était maîtrisé, un jeu de combat en général, bon, ça, entre guillemets, ça roule. Je sais, vous, joueurs de Guilty, que vous me regardez, que vous me dites que c'est beaucoup plus technique et plus loin que ça, mais, Non, mais on va partir de ça quand même. Et il parlait que pour StarCraft, à l'inverse, au début, ça commence assez calmos, entre guillemets, construction de tours, et il disait qu'à l'écrit, pour lui, c'était inconcevable d'arriver à décrire... StarCraft à l'écrit? Impossible. Mais voilà, mais c'est Impossible. intéressant. Donc Impossible. on Il arrive se sur notre passe question, est-ce qu'une trop expérience de de jeu choses vidéo à peut, 8 niveaux différents? Impossible. peut être transcrite, donc un Ah non, non, StarCraft en c'est une bouquin, horreur. typiquement, C'est une c'est horreur. mission impossible pour toi. Ah, ou alors t'écris une encyclopédie. Enfin, je sais pas. Ouais, le jeu est ultra complexe et c'est. Alors c'est marrant que tu parles de ça parce que je suis en train de réaliser justement que les tests de ces jeux-là, c'est parmi les plus durs à faire. Enfin, il y a trop de choses, c'est extrêmement dur à retranscrire et c'est là que l'e-sport et la vidéo, etc. Tombent à point nommé. Très bien. Alors là, je vais poser la question un peu bourrin. C'est pour les gens qui ne sont pas habitués aux jeux de baston, est-ce que c'est pas aussi un manque d'effort du public finalement que ces expériences de jeu-là techniques soient difficiles à comprendre? C'est-à-dire que d'écrire, on peut faire le vieux con et dire ah bah oui, mais si les gens ne comprennent pas un événement 37, c'est parce qu'ils n'ont pas fait l'effort d'aller chercher ce que c'était qu'un pari ou etc. Je le fais volontairement bourrin provoque. Hein. Oui, tu peux pas reprocher au public de Non, manquer non, d'effort, de Bien s'intéresser sûr, à mais certaines en choses. poussant Faut le... déjà qu'il y a un élan. En fait, mais je veux dire, le moment parle de lui-même et c'est ça qui est bien aussi avec le jeu de combat et c'était au moment 37, c'est qu'il emboîte le pas sur ce jeu de combat. Maintenant, après, ça a sûrement donné envie à pas mal de gens de s'intéresser au jeu de combat, ce qui est très bien, mais oui, le jeu de combat, comme StarCraft, ça peut aussi décourager beaucoup de personnes, parce que, outre l'aspect système de jeu, après, tu as tout l'aspect mathématique à l'intérieur du jeu, méta qui peut saouler les gens. Enfin, quand tu joues à un jeu vidéo, peu de gens, finalement, ont envie de jouer à un jeu vidéo en s'intéressant réellement aux mécaniques profondes de jeu, en essayant de savoir quand tu peux taper, pas taper, qu'est-ce qu'il faut faire dans telle situation, quel choix de possibilités. Oui. Tu vois, cette vision du jeu vidéo, elle peut être profondément chiante, alors que quand tu es juste spectateur de ça, tu n'as pas forcément à t'intéresser à tout. Finalement, soit tu as le commentateur qui fait le travail à ta place, soit juste tu profites des effets de l'animation du jeu, du monde qu'on te propose, ouais. quoi. C'est assez intéressant. Après, libre à toi d'aller à plusieurs niveaux, hein. C'est le cas aussi dans n'importe quel sport. Je crois que la régie nous dit qu'on est un petit peu à la bourre. Ouais, on va passer justement à la dernière partie de l'émission. Finalement, toujours autour du bouquin Et vos moments 37, pour ceux qui nous prennent en route. Alors finalement, est-ce que le sport, on y arrive, on est en plein euro, ça tombe très bien. Est-ce que le sport, est-ce que c'est l'axe ultime pour arriver à partager une expérience de jeu vidéo? On a vu que l'idée de compétition de jeu, même si Ken nous l'a expliqué avant même qu'on mette le terme de e-sport, le jeu de baston avait ses compétitions et pour autant on n'appelait pas ça de l'e-sport. Est-ce qu'on peut arriver à trouver un autre modèle que le sport pour partager du jeu vidéo? Alors pour ça, on va avoir deux petits extraits vidéo. Les deux vous seront assez familiers, je pense, pour la plupart. Un qui concerne la France en 98 et l'autre un peu plus proche de nous, un Evo 2014. Donc on regarde ces deux extraits-là et on se retrouve juste après. À gauche. Petit. Et but. Et troisième but d'Emmanuel Petit.
Petit qui marque à la dernière minute. L'équipe de France est championne du monde. Vous le croyez ça? L'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. 3-0, 2 buts de Zidane, 1 but de Petit. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied! Ah, quel pied! Oh putain! Oh là là! À gauche, le bar de Yex, juste tu fais pas de boule. Pas de boule, il a dit ça dans le bol, il va le tuer avec un vieux truc de merde, il va le tuer avec un vieux truc de merde, il va le tuer. Alors, à combien? Non, je suis pas un mathématicien de génie, mais à 16 ans de différence, pardon. On a quand même eu la Coupe du Monde 98 avec feu Thierry Roland, donc qui nous gratifiait du on peut mourir heureux. Et puis plus tard, on a eu Ken Bogard en 2014 sur un autre Evo Moment qui était celui de la victoire de Luffy face à Bonchan et qui était complètement dingue. Donc je pense que Ken, tu commences à me voir venir. Donc, est-ce que tu penses qu'on peut dépasser le modèle du sport pour arriver à décrire une expérience de jeu vidéo? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est impossible? Et pourquoi, d'ailleurs, on se repose autant sur le modèle du sport pour décrire des jeux vidéo, souvent? Je te dis, plus que le jeu, plus que le match, le contexte est beaucoup trop important dans ce genre de truc-là. Il faut qu'il y ait un contexte qui soit particulier, qui soit assez fou. Il faut qu'il y ait un engagement personnel que ce soit des gens qui regardent et de la masse qui regarde. Si les stades de foot sont remplis, si les gens étaient tous devant la télé en 98, si lorsque Luffy était là, il y avait autant de monde à regarder et à se dire mais c'est pas possible, on va avoir quand même un joueur français qui va probablement remporter le plus gros tournoi de l'Evo, parce qu'il y a déjà des joueurs français qui ont remporté l'Evo avant Luffy dans d'autres catégories. C'est vraiment encore une histoire de moment et de présence. Et si on essaie de raccrocher autant ça au sport, c'est oui, parce que le sport, c'est la compétition, et la compétition, ça crée les moments exceptionnels. Il peut se passer 1 million de trucs complètement fous dans une salle d'arcade au pif au Japon. Personne n'en a conscience et tout le monde n'en a rien à faire parce que l'enjeu n'est pas là. Mais quand tu rajoutes de l'enjeu, et vraiment que ce soit un enjeu, que ce soit juste un enjeu national ou même un enjeu monétaire, n'importe quel type d'enjeu, ou un enjeu juste historique, n'importe quel type d'enjeu, plus ces enjeux sont grands et plus tu vas avoir quand même cette empathie pour les joueurs ou pour n'importe qui. C'est comme quand tu regardes Roland-Garros, quand tu regardes n'importe quoi. Et évidemment que ça crée l'envie après d'en regarder plus et de vivre plus, encore une fois, ou de revivre ces moments-là. C'est addictif, un peu. C'est comme une drogue. Voilà pourquoi on essaye autant de se raccrocher de ce modèle. Alors, il y a d'autres raisons qui sont bien moins pures. J'allais le dire, il y a les raisons économiques, forcément. Équipe, sponsor, droit de retransmission. Quelque chose de familier, un modèle qui est déjà rodé et qui fait que les gens vont regarder. Non, mais c'est naturellement pour ça qu'on va vers ça. Il y a des intérêts économiques aussi. Ça permet de rémunérer les joueurs, de créer un écosystème. On a besoin de tout ça. Donc évidemment, on copie un petit peu ce qui se fait dans le domaine du sport classique, mais les budgets sont pas les mêmes. Les deux fonctionnent aussi en parallèle. Plus les enjeux monétaires augmentent, plus en fait l'enjeu lui-même de la compétition devient plus ça devient une institution, fort, plus ça devient une institution, et plus finalement ça intéresse les gens au point que finalement, c'est vrai, c'est bizarre, dans le sport aujourd'hui, on s'intéresse pas à combien gagnent les joueurs des grandes compétitions. Alors, c'est très parce qu'on peut plus compter, c'est trop cher. On s'y intéresse quand même. Le salaire des joueurs de foot. C'est pas dit, alors qu'aujourd'hui, la première chose qui se passe quand un joueur d'une compétition e-sportive remporte un truc, c'est qu'il part avec un chèque qui a marqué le montant dessus. Tu vois, est-ce que Djokovic, il gagne Roland-Garros, il porte sa coupe, il sort le chèque, il fait ça. C'est vrai qu'on en est encore là. C'est vrai qu'on en est encore là. Alors
Pour arriver doucement à la conclusion, finalement, ce qui est assez intéressant, c'est que quand on regarde l'ensemble, il y a quand même une méthodologie. Toi, tout à l'heure, Trunks, tu t'expliquais qu'il y a une méthode pour décrire tout ça. T'expliquais ton passif de journaliste et même aujourd'hui en chapeautant le JVTV à ton niveau. Ken, alors évidemment que c'est pas venu d'un coup. Tu rectifiais tout à l'heure en disant qu'on n'est pas forcément génie. On le devient en forgeant, quoi. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Le génie, ça se cultive, bien sûr. Ça se cultive. On peut être un génie, mais ça se cultive. Ce que je veux dire par là, quand je parlais de méthode, c'est que typiquement, quand on regarde ton bouquet d'émissions, il n'y a pas qu'une seule émission. C'est-à-dire que très vite, tu es arrivé aux limites de se dire on va juste diffuser des matchs. Tu t'es retrouvé à créer une section coffre à versus, à créer une section rétro, à créer une cohérence finalement, un truc logique où les gens se disent je vais pas seulement juste piocher en fonction de mes envies, mais venir, cette expérience de jeu-là va plutôt me renvoyer à un truc rétro, celle-là plutôt à ça que je veux approfondir. Donc c'est que ça n'arrive pas non plus au hasard, même s'il y a une institution qui se crée et compagnie. Et donc la dernière question que je voulais vous poser, à tous les deux, c'est toi en particulier Ken, c'est est-ce que tu penses pas que à ton niveau, en décrivant comme ça des expériences de jeu, est-ce que tu deviens pas forcément militant d'une certaine manière, tu vois, même sans le vouloir? Parce que apporter comme ça, tout le monde, la plupart des gens, tu fais un papier sur Ken Bogard d'aujourd'hui, que ce soit le Dauphiné libéré, Le Monde ou je sais pas quoi, c'est le Thierry Roland du jeu vidéo, le représentant du jeu de combat et de la compétition jeu de combat en France. Tu deviens un porte-étendard, quoi, tu vois. Est-ce que tu deviens pas forcément, malgré toi, comme ça, militant? Mais moi, si j'ai commencé à faire cette activité, c'est par militantisme. Oui. Je portais le drapeau. Les jeux de combat, c'est bien. Vous allez voir, il y a des trucs intéressants. Donc oui, j'ai toujours ce côté-là. Maintenant, les porte-étendards que l'on peut me raccrocher, c'est très bien, si vous voulez. Oui, moi, je suis passionné. Et à partir du moment où quelque chose me passionne, j'ai pour principe de dire si ça me passionne, ça peut vous passionner vous aussi. Et si un truc vous passionne pas particulièrement, il y a peut-être d'autres secteurs de ce qui me passionne à moi qui pourront vous passionner vous. Parce que le jeu de combat, c'est grand, c'est vaste, tu vois. Et en dehors de toi, par exemple, quand on décrit une expérience de jeu vidéo, je pense maintenant au fait que Twitch s'est complètement démocratisé et que ce soit un Luffy ou un Valmaster avec leur chaîne ou n'importe quel compétiteur qui fait des speedruns, des jeux qui terminent le plus rapidement possible, est-ce qu'au bout d'un moment, il ne va pas forcément avoir quand même une forme de discours sur le jeu vidéo ? À force finalement d'avoir voulu comme ça décrire des expériences de jeu, à force de s'être mis dans le jeu oui, peut-être que ça vrai, à force, en grandissant, on en vient, oui, à faire ça. Et est-ce que tu m'emmènes sur le secteur de l'objectivité là Pas du tout. Non, moi pour ce genre de débat, non, t'en fais pas. Pas avec moi. Sûrement. Après, mon discours a probablement beaucoup changé depuis aussi que j'ai commencé. C'est possible. Enfin, les volontés ont toujours été les mêmes et la direction est maintenue, on va dire. Mais oui, bien sûr, après, avec l'expérience emmagasinée, il y a ça. Et puis, après, il y a tout le problème du milieu dans lequel on vit. C'est que c'est le jeu vidéo. Donc, si c'est le jeu vidéo, évidemment, quand je parle de Street Fighter, je te vends du Street Fighter un peu. Et c'est bon gré, mal gré. Tu vois, j'ai pas un porte-étendard Capcom, mais je vais quand même inconsciemment te vendre du Street Fighter. Mais c'est... Désolé, mes excuses. C'est pas le but, moi, c'est de vendre du jeu de combat. Après, non, c'est même pas la question, finalement. Tu parles d'un jeu, tu vas forcément parler des gens qui l'ont conçu et qui l'éditent et qui le distribuent. C'est ça. Si tu veux être un minimum exhaustif. Un mot de la fin, peut-être, Trunks, avant de... que tu m'as donné envie de lire ce bouquin et que je suis justement curieux de voir comment ce gars arrive à rentrer dans toute la technicité du jeu de baston et de rendre ça fluide, digeste si tu veux, parce que c'est quand même pas chose évidente. Voilà, sur des tout petits exercices comme des tests, c'est déjà dur. Alors sur un bouquin, c'est sûr. On va peut-être le remontrer pour conclure. Ouais, donc Les Veaux Moments 37 de Glenn Cravens. Malheureusement, petit détail, il est uniquement disponible qu'en anglais, donc avis aux éditeurs français qui voudraient le faire traduire. L'appel est là. Les viewers sont bilingues, totalement bilingues. Ah mais je doute pas pour eux, je pense aux plus jeunes, etc.,
Et le tap, ça fonctionne. Merci Ken, quote 2016. On va marquer une très courte pause pour la deuxième partie de l'émission et on se retrouve dès que le second invité est appareillé et sera sur le canapé. A tout de suite. De retour sur Critical Book et donc un nouvel invité à mes côtés, Rémi Soyer. Bonjour Rémi. Salut. Alors donc on se retrouve pour la dernière partie, seconde et dernière partie de Critical Book qui s'appelle, vous le verrez sur Merveilleux Assets, merci à Victor à la régie, Tu me cherches, qui passe beaucoup mieux avec le petit jeu de mots à l'écrit. Et on va parler, en fait, cette rubrique-là va consister à faire un portrait de personnes qui sont dans le domaine du jeu vidéo, mais pas les habituels, entre guillemets, game designer AAA, ou on va plutôt être avec des profils, des artistes, des chercheurs, ou plein d'horizons. Et là, en l'occurrence, Rémi Soyer, tu as toutes ces casquettes-là. Tu es, pour te présenter rapidement, tu es artiste, tu es actuellement en train de terminer une thèse sur le jeu vidéo dont tu vas nous parler rapidement. Et tu fais partie d'un collectif qui s'appelle Alinéaire. Donc j'ai déjà dit ça, je te laisse peut-être la parole pour compléter, dire bonjour, te présenter. Bonjour, tu as déjà dit un peu l'essentiel en fait. Ouais, donc je suis chercheur, ça veut dire que dans mon cas je suis doctorant à Paris 8 et j'écris une thèse sur les processus de création de jeux vidéo, en particulier quand on fait des installations vidéoludiques qu'on expose dans des musées ou dans des espaces publics, ce qui est un cas très particulier de jeux vidéo. Et justement je le fais au sein de ce collectif Alinéaire qui s'occupe du coup on est plusieurs personnes et on va essayer ensemble de travailler sur des jeux vidéo, sur des problématiques expérimentales. Ouais. On va essayer notamment de trouver un moyen de jouer aux jeux vidéo en touchant la peau du joueur ou en le déstabilisant dans sa façon de jouer, ce genre de choses. Alors pour nommer des expériences concrètes, parce que comme ça pour l'instant c'est un peu abstrait, les types de jeux que vous allez proposer sans réduire ton collectif, votre collectif à ça, ça va plutôt être des jeux qui vont être proches de Papers, Please, donc ce jeu où on incarne un personnage à la frontière qui doit faire passer ou non des individus dans un autre pays, plutôt que du dernier AAA, FPS, pam pam boum boum. Il y a notamment des jeux qui sont moralement dérangeants, tu veux dire? Alors, c'est ça que tu entends? Alors, comment tu entends cet exemple-là? Ça dépend comment tu dis moralement dérangeant, c'est intéressant, parce que justement, le travail globalement de Rémi, c'est plutôt de sortir de la zone de confort le joueur, on va dire, globalement. C'est un peu ce qui ressort dans tes travaux, dans tes jeux ou avec ton collectif. Ouais, c'est ça. On a fait un travail à la médiathèque Václav Havel et en partenariat avec l'association La CIMAD. Dans le 95, c'est ça? Non, pas du tout, c'est dans Paris. C'est à Paris, d'accord. Ouais, c'est une médiathèque à côté de Gare du Nord. D'accord. Et la CIMAD, c'est une association qui s'occupe de l'accueil des migrants, d'essayer de les encadrer, et pour les accompagner dans leurs différentes démarches. Et du coup, nous, on nous a proposé, est-ce que vous pouvez nous créer des jeux vidéo sur le thème de la migration? Nous, la CIMAD, on peut vous proposer de rencontrer des personnes qui sont en difficulté, etc., de vous inspirer de leur vécu. Voilà, donc on a fait des jeux vidéo sur ces thématiques-là. Oui, on a par exemple une petite illustration que vous allez avoir pendant qu'on continue d'un jeu qui s'appelle Fuir la guerre avec des petites formes géométriques. Donc c'est un petit peu un croisement entre, pour prendre des choses qui vont parler, les gens iront se faire leur idée après sur les vidéos, etc. Un croisement un peu entre This War of Mine, pour ceux qui connaîtraient, donc ce jeu où on doit simuler le contexte de guerre, qui aurait rencontré un filtre Instagram et Thomas Was Alone. Donc en gros, on a des espèces de figures géométriques qui se déplacent et chaque personnage va incarner une personne en temps de guerre, mais sauf que c'est pas aussi simple que ça, justement, dans le jeu. Ouais, justement, tu parles de Thomas Was Alone, et puis tout à l'heure, tu parlais aussi du fait qu'on faisait pas du AAA. C'est pour une question très pratique, c'est que comme on est tous bénévoles sur notre temps libre, voilà, on a un parti pris technique, on doit faire des choses minimalistes pour vraiment à l'idée essentielle du gameplay. Et je sais plus c'était quoi ta question. C'était juste de décrire Fuir la guerre un petit peu en détail. Fait, c'est-à-dire on contrôle deux fois le même jeu sur deux écrans du coup. Mais il y a plus on va avancer dans le jeu, en fait, plus il y aura des petites variables de gameplay qui vont changer, qui vont faire que sur un écran ça va être excessivement facile,
et sur un autre excessivement difficile. Donc, du coup, au début, c'est une zone de confort, ok, c'est les deux en même temps, puis à un moment, en fait, on sait pas trop, et du coup, le regard, il se balade, et on sait pas forcément regarder. Qu'est-ce qui arrive à l'autre? J'aimerais être à sa place ou à l'inverse. C'est sacrément la galère à côté. Alors, on va passer justement un petit extrait de ton travail avec le collectif Alinéaire, une petite vidéo donc, qui vous donnera un ordre d'idée de ce sur quoi travaille justement Rémi Soyer. Là, vous avez pu beaucoup plus jovial que Fuir la guerre. On a eu un petit extrait d'un jeu que vous avez créé à l'occasion de l'inauguration de la Canopée à Paris, du côté des Halles. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit quelque chose au-delà du côté un peu, on a l'impression d'un côté twister, un peu cubique. En quoi consiste le jeu, tout simplement, avec les petits enfants qu'on voyait s'agiter un peu partout? Ouais, c'est ça, c'est complètement, c'est un twister en fait. On a une couleur et un chiffre, il faut appuyer sur le nombre de boutons correspondant à la couleur et au chiffre. Chaque fois qu'on appuie sur le bon nombre de boutons et du chiffre, il y en a une photo qui est prise. Et à la fin du cycle, on a un petit GIF, un GIF qui tourne des joueurs. Et voilà, c'est une expérience complètement inspirée de Twister. Alors ce qui est marrant là-dedans, c'est dans ton intention de créer des jeux, c'est quand même de donner envie, c'est bête à dire, mais aux gens à jouer, mais pas n'importe comment. Tu parlais d'installation et de dispositifs expérimentaux, c'est qu'il y a une barrière qu'on n'a pas forcément quand on est devant son écran ou autre, qui est de se dire, est-ce que je vais m'autoriser à jouer, notamment en public? On peut le rencontrer dans le cas de certains jeux d'arcade qui mettent plus en avant le corps. Je pense à des jeux genre Dance Dance Revolution, où quand on ne maîtrise pas, on va pas trop oser y aller, on va se dire en plus de risquer de me casser la gueule, je vais me taper la honte. Mais là justement, il y a quand même un truc qui pousse à collaborer. Est-ce que tu as des cas de figure? Est-ce que tu as les petits qui vont plutôt aller chercher du monde en étant peut-être moins gênés que les adultes qui en général vont se dire je vais passer pour un gros teubé si je vais aller demander aux gens alors que je crève d'envie d'arriver à terminer le jeu peut-être? Est-ce qu'il y a des cas de figure de ce genre-là? Ouais, en fait, ce qui est assez caractéristique quand tu fais du jeu vidéo en médiathèque, ou là en particulier c'était la Canopée, c'était vraiment un espace extérieur, c'est que tu te confrontes à des gens qui n'ont même pas l'intention d'être joueurs en fait à la base, qui peuvent avoir des a priori sur le jeu vidéo, etc. Et du coup, tu as des comportements qui sont un peu stéréotypés. Les enfants vont être très vite à l'aise avec les jeux vidéo. Et les adultes vont très vite se dire « Oh mon Dieu, non, c'est un jeu, j'ai pas envie de me montrer, je veux pas toucher. » Enfin, il y a ce côté un peu entretenu de « les jeux vidéo, c'est pour les enfants ». Et nous, on essaye de casser un peu les choses. À travers des médiations, on essaie de les inviter, venez. Mais on sent vraiment c'est difficile quand même. Mais on a eu quand même notre doyenne des joueuses, qui devait avoir 80-90 ans. Alors, c'était super touchant. Elle est toute vieille, avec les cheveux blancs. La Jeanne Calment du gaming. Quoi. Ah, super. Et puis c'est un jeu où il faut toucher la peau. Alors, c'était il y avait la bibliothécaire, c'était à Louise Michel. Et puis il y avait sa partenaire du coup. Puis vraiment, les mains n'étaient pas pareilles. La main qui est très vieille, qui est très fritée et qui doit toucher la main beaucoup plus jeune. Il y avait ce côté, moi j'aime bien jouer aux jeux vidéo. Mais dans ce que tu décris, on parlait de communauté tout à l'heure, avec ce qu'il y a de meilleur dans ce que nous décrivait Ken, justement, le fait de rassembler, que les gens se motivent à créer, à s'améliorer dans un jeu. Et puis aussi le truc qui fait toujours un peu grincer les dents, du style non, moi je touche pas. Il y a quand même toujours quelque chose, un côté de dispositif dans le jeu avec le descriptif de gamer qui est non, moi je suis derrière ma manette ou mon stick. C'est justement... C'est presque méta ce que je suis en train de dire, on va dire c'est ma zone de confort, je me rassure derrière mon stick ou ma manette avec mes performances, et là on est vraiment dans autre chose, quoi. Dans tes jeux on est dans un truc, on se met un peu à nu, on est dans de la performance presque artistique d'une certaine façon. Ouais, c'est dur d'avoir la prétention de dire oui juste après ça. Non, c'est juste que le problème c'est que le terrain artistique c'est hyper complexe à appréhender, donc du coup j'essaye d'éviter
trop, Oui. mais c'est vrai que nous, dans Linéaire, on essaye un maximum en créant nos propres contrôleurs, d'inviter les gens trop à l'aise avec le jeu vidéo à se dire bon bah c'est un truc un peu original, Ouais. et ceux qui sont pas trop du jeu vidéo de pas avoir leurs a priori sur le jeu vidéo. D'accord. Alors, il y a une expérience de jeu, bon, il y en a plein, je vous conseille d'aller, on mettra les liens et compagnie, mais d'aller sur le site de Rémi Soyer, donc rémisoyer.com, où vous trouverez un jeu qu'il a pas mal fait connaître à l'époque, qui s'appelle Everyday I'm Working, donc qui est un peu dans l'ambiance du 49.3 de ces temps-ci, donc qui décrit pas mal les travers du travail et le fait d'enchaîner le boulot jusqu'à en devenir complètement dingo. Alors, moi, je voulais finir peut-être sur une dernière grosse question qui est, on parlait de faire sortir le joueur de sa zone de confort. Il y a quelque chose qu'on repère pas mal dans la plupart de tes jeux, de ce que tu proposes, c'est mettre les gens en jeu. Et puis après, débrouillez-vous. Il y a toujours quelque chose de faire en sorte, je vais vous y mettre, mais je vais vous perdre en même temps. D'ailleurs, bon, je fais un petit peu de la psychologie de comptoir, mais on peut même voir des symboliques du style, il y a un de tes premiers ou anciens jeux qui consistait à se perdre en forêt. C'est un petit bonhomme qui se perd en forêt. Et donc du coup, bah voilà, parfait. C'est merveilleux à la régie. Vous avez un petit panel rapide des créations de Rémi Soyer. Et alors, comment est-ce que tu pourrais partager, on parlait de partager des expériences, comment tu pourrais partager, décrire ça dans tes créations? Est-ce que c'est quelque chose dont tu es plus ou moins conscient ou pas du tout? Ouais, si. En fait, systématiquement, ce que je cherche à faire, c'est créer une zone de confort pour le joueur. Où voilà, enfin, je lui mets dans une situation de jeu vidéo relativement classique, et à un moment, je trouve une espèce de switch. Je change les règles, je transforme des variables, je change les mouvements pour créer un peu cette espèce de ah mince, qu'est-ce qui m'arrive quoi. C'est ce petit mouvement de corps que j'aime bien voir chez un joueur. Mais j'essaye de le réintégrer dans mon jeu. Et par exemple, Fuir la guerre, voilà, il y a les deux écrans. Ouais. Au début, c'est une zone de confort, puis à un moment, je change les règles, je change des petites variables qui font tiens, mais qu'est-ce qui se passe quoi. Mais j'essaie de le faire suffisamment doucement pour que ça s'intègre dans l'expérience du jeu, que ça l'enrichit, et que finalement, on en arrive un peu à se poser la question mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je suis en train de faire, et qu'est-ce que ça peut me dire sur l'histoire qu'essaie d'être racontée. Que je suis en train de Ouais. que je suis en train de vivre. C'est pas pour rien que, encore une fois, j'exagère un peu l'analyse, mais qu'il y a beaucoup de jeux sur le monde du travail. Pour terminer vraiment sur un dernier exemple, il y a je crois un de tes jeux les plus récents, le nom m'échappe, mais où on incarne, c'est un platformer, un jeu de plateforme classique, et à mesure que vous devez aller chercher des dossiers dans la cave du lieu de travail, le jeu glitch de plus en plus, au point, il y a un côté aliénation du travail, au point, vous imaginez un Super Meat Boy qui glitcherait en cours de partie, quoi. Déjà ça rend dingo de base, alors imaginez ça en plus. Alors je sais pas si je suis à côté de la plaque Non, dans mon interprétation. c'est ça. Mais alors, la petite anecdote, c'est que je fais beaucoup de jeux aussi qui s'inspirent d'histoires personnelles. Ouais. Et donc, ce jeu-là, c'est Public Official, qui Merci. raconte des déboires que j'ai eus administratifs, où j'ai perdu des documents que j'ai donnés à l'administration, qui elle-même a perdu des documents. Aïe, aïe, Pôle aïe. emploi, si vous nous écoutez. Voilà. Bonjour, c'est un jeu vidéo Pôle emploi. Mais il me le beaucoup, faut. beaucoup de jeux vidéo ont été créés grâce à Pôle emploi, donc il faut pas être ingrat non plus. Mais c'est mis sous la forme d'un Metroidvania, en fait. D'accord. Donc, au final, au début, ça ressemble vachement à ça. Et puis, progressivement, tu as les petits glitches qui arrivent. En fait, je switch Ouais. des textures. À un moment, on comprend plus rien, mais c'est tellement lent qu'on ne voit pas vraiment venir. Jusqu'à ce qu'on voit que la tête du personnage est inversée avec la tête d'un monstre. Et là, qu'est-ce qui se passe quoi. Donc la prochaine fois que vous allez à la Sécu ou à Pôle emploi, hein, vous penserez à Rémi Soyer. On aura fait un petit tour un petit peu de ton travail. Peut-être un dernier mot sur ton collectif Alinéaire, ou un dernier mot tout court en ton nom, sur tes recherches ou, Moi, ce que je fais, c'est via Alinéaire. On est sur une création, sur une résidence artistique à Visage du Monde. On va créer des installations et réexposer des installations qu'on a présentées sur le thème de l'identité. Mhm. Du coup, c'est des jeux vidéo, Oui. mais qu'on crée dans le cadre d'une résidence artistique. D'accord. Donc, on va exposer à côté d'autres œuvres qui sont vraiment catégorisées art contemporain, installation interactive, mais il va y avoir un jeu vidéo vraiment affirmé là-dedans. Encore ta dynamique du champ artistique, c'est finalement de se perdre, c'est peut-être venir pour des jeux vidéo et puis de C'est ça, retrouver dans un on truc, essaye d'amener des publics qui ne sont pas forcément à l'aise l'un et l'autre, et d'essayer de se côtoyer, d'essayer d'amener un peu de terrain de l'art vers le jeu vidéo, ou des gens qui sont plus joueurs vers un terrain artistique, essayer de trouver une sorte de zone d'entente où il peut y avoir un terrain de discussion intéressant. Et ça, c'est une expo qui aura lieu en octobre-novembre vers Cergy.
Mais rendez-vous est pris, et puis ça résume très bien cette rubrique de Critical Book qui est tu me cherches, au sens où c'est ramener, peut-être vous ramener, chers joueurs et joueuses, vers un domaine que vous ne serez peut-être pas forcément aller chercher spontanément. On arrive sur la fin de Critical Book, mais on va pas vous lâcher comme ça. Je vais finir avec un petit questionnaire proustien. Ken est resté avec nous, merveilleux de sagesse et de tranquillité jusqu'au bout. Donc je vais vous inviter tous les deux en fait, à répondre à un petit questionnaire proustien. Il faut juste répondre spontanément, vous ne cassez pas la tête. Alors si vous étiez un jeu vidéo, quel qu'il soit, vous seriez quel jeu? Quel genre tu veux dire ou jeu. Non, un jeu. Quel jeu vous seriez? Je serais Tetris, je dirais. Takeshi no Shuzenzu. Pardon? Takeshi no Shuzenzu. Ah oui, d'accord. Oui, c'est niche peut-être pour ceux qui ne connaîtraient pas donc le jeu de Takeshi Kitano. C'est ça. Ouais. C'est un jeu où il casse, Jeunesse. il casse toutes les règles et il fait chier le joueur, quoi. Voilà. Donc il faut savoir que c'est un jeu donc sorti sur NES et dont le principe sur de Famicom en fait. Famicom exactement. Et le principe était de Takeshi Kitano, la catchphrase c'était la jeunesse est trop décadente, je vais la faire souffrir comme moi j'entends, avec des épreuves de jeu du type rester appuyé sur Select pendant 10-15 minutes sans lâcher la touche. Donc ça vous donne un ordre d'idée si un jour vous voulez finir ça. Alors si vous étiez une console, messieurs, console de jeux vidéo ou un support, un hardware, j'en sais rien. La Neo Geo. Très bonne réponse. Je sais pas. La Game Boy. La Game Boy contre la Neo Geo, voilà, c'est plus nomade. La plèbe contre le prolétariat. Si vous étiez un ou une game designer. Anna Entropy. Anna Entropy. Je ne connais pas de nom de game designer. Non, je sais pas. Miyamoto sûrement, probablement. Ouais. Très probable. Donc Anna Entropy qui est auteur d'un super chouette bouquin d'ailleurs sur les questions des queer games. Je prends ex-Miyamoto, d'accord, la version jeune. La version ou Old IX. Miyamoto, c'est le code sur la caractère extreme, pas le vieux. Pas le vieux. Pas la décadence. Celui où il faut appuyer sur Start à l'écran de sélection. Celui où il faut appuyer sur Start, là où il y avait le génie. Alors, si vous étiez une équipe de dev, que ce soit indé, mainstream ou un collectif Retro Studio, j'adore ce qu'ils font. Dontnod. Dontnod. J'aime bien l'esprit, j'aime bien ce qu'ils font. Retro Studio et Dontnod. Si vous étiez un personnage de jeu vidéo. Donkey Kong. Moi, j'aime bien Link. Tu sors. Vu ce qui nous a empêché d'avoir une émission hier, je suis sûr que t'aimes bien Zelda. Non, mais bien sûr, évidemment, j'ai souffert 1000 morts en voyant qu'il n'y avait pas l'émission hier. C'était pour te vanner que j'ai dit ça. Bien sûr. Alors, si vous étiez un contrôleur, une manette ou un périphérique, peu importe lequel. Un stick arcade. Peu importe. Pas un en particulier? Un en particulier? Ouais. Tu veux un stick arcade en particulier? Ouais, je veux en avoir un. Alors, un gros panel de Viewlix, alors. Rien que ça. Ouais. Et toi, Rémi? Moi, ça serait le bouton d'arcade, mais plus parce que... Enfin, de mon point de vue, c'est un truc qui coûte pas cher, qu'on peut vachement hacker. Oui. Et du coup, voilà, on peut créer facilement des contrôleurs avec. Bah oui, carrément. Je trouve que c'est une super invention. Et il y a un truc très chouette dont on n'a pas parlé, c'est que tu travailles sur justement des contrôleurs type ce qu'on appelle les Meki. Peut-être que tu peux décrire très rapidement ce que c'est. C'est une petite carte électronique qui se branche à un PC et en fait c'est un clavier. D'accord. La différence c'est que plutôt que d'appuyer sur un bouton, tu vas appuyer sur des bananes, des pommes ou tout ce qui est conducteur en fait. Donc, du coup tu peux hacker des jeux. On fait des ateliers comme ça où on demande vous allez hacker Mario et plutôt que d'appuyer sur une manette ou un clavier, vous allez faire sauter Mario en appuyant sur une banane ou vous allez foutre une gifle à votre pote, vous allez aller à droite. Ouais. Jouer à Donkey Kong sur une banane, ça c'est méta. Ah ouais. Ou en mettant des gifles à Mister MV. Alors si vous étiez un souvenir de jeu vidéo, dans un jeu ou en vous voyant jouer avec des potes Moi c'est le premier boss de Sonic 1, qui a été le premier jeu vidéo, le premier boss que j'ai affronté. Efficace. Moi j'ai le souvenir du début de Secret of Mana, quand le personnage principal il tombe à la cascade, puis paf, il tombe dans quelque chose et c'est le début de l'aventure. Ça c'est un moment que j'aime bien revivre dans Secret of Mana chaque fois que je me refais ma partie annuelle. La chute. C'est vrai qu'on est paumé, ça rejoint encore ton kiff de vouloir être perdu, de perdre le joueur. Je vais pas chercher le lien jusque là. Non, c'est un bon souvenir. Puis c'est un jeu que j'aime beaucoup. En plus. Et messieurs, pour conclure, si vous étiez une installation de jeux vidéo, vous avez carte blanche, genre il y a Bill Gates, il vous fait vas-y éclate-toi, fais-moi une install de jeux vidéo.
Moi, j'ai l'arena de Webedia, ça va. Et en moins corporate, ce serait quoi ta En réponse? moins corporate, le Stade de France. Ok. Compète Stade de France. L'installation, c'était Ouais. Ce que tu veux, il n'y a pas de limite. T'as Je sais pas, moi, budget illimité, comme j'aimerais Takahashi sur Xenogears à l'époque. Ah non, j'aimerais bien faire un jeu dans des grottes, un truc un peu glauque, ou dans des caves. Tu sais, genre quelque chose qui pose déjà une ambiance, et déjà, tu es dans quelque chose, et puis enfin, une espèce d'écran qui serait un peu diffusé, pourquoi pas. Enfin, jouer vachement sur l'ambiance, Ouais. le côté un peu froid, humide. Tu vas dans un truc un peu bizarre, et puis tu as des écrans, ça détecte en Kinect. Tu joues à un jeu sans forcément le savoir. Tu vois. En Kinect dans ta grotte. En Non, Ah ouais, grotte. non, mais Après, dans ta cave, pour les fans de jeux de baston, bonne chance. voici venir dans ta grotte. hyper mal à l'aise. Quoi. Non, ça, j'aimerais bien. Et ben voilà qui marque la fin de ce pilote de Critical Book. Merci beaucoup d'avoir été au rendez-vous. Merci infiniment à toi, Ken, d'avoir été Merci là. à toi, Mehdi. À Rémi, donc à Mehdi. Frédéric Trunks, Lu, qui était avec nous aussi et pour sa confiance sur l'émission. Pour rappel, le bouquin sur lequel on a parlé tout du long dans la première partie, Evo Moment 37, donc de Glenn Cravens, pour ceux qui ne sont pas contre la langue de Shakespeare, comme on dit. Sinon, chers éditeurs français, vous savez quoi faire. Vous manquerez pas de gens potentiellement, ne suivez pas ma main, mais au hasard, qui pourraient vous aider éventuellement à traduire tout ça. Et puis surtout, n'hésitez pas à faire savoir si le concept d'émission vous a plu. Moi, j'aimerais bien vous retrouver à la rentrée, donc ça dépend que de vous. Un merci aussi, parce qu'il va arriver à Alvin et à sa team d'avoir décalé sur son créneau. Et voilà, moi j'espère, je croise les doigts pour vous dire à la rentrée. Faites-le savoir, faites du bruit comme on dit, si vous avez aimé l'émission. Et puis même si ça a été qu'un one-shot, ça aura été cool. Et je vous dis j'espère à bientôt. Ciao. Ciao à tous. Ciao.